3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va? J'espère qu'en ce moment vous kiffez la NBA autant que moi. En même temps, avec tout ce qui se passe et tout ce qui est annoncé en cette période, j'aurais du mal à croire que ce n'est pas le cas. Alors après ma vidéo sur les remplaçants pour le All-Star Game qui a fait polémique samedi, je me lance à nouveau dans un sujet qui va faire débat. Ah, t'aimes ça toi, être remis en question? Ben ça fait partie du jeu et c'est aussi pour ces raisons que j'ai créé cette chaîne il y a un peu plus de 2 ans. Heureusement qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec les membres de la commu, sinon on s'ennuierait, et puis c'est plutôt riche je trouve de discuter quand c'est argumenté et intelligent. Alors aujourd'hui, dans la même lancée, on va faire un point sur les différents trophées à environ 40% de la saison, il est temps. Et ça, on va le faire en mode coast to coast. Les habitués connaissent, quand j'évoque les awards, habituellement, je prends les 6 trophées principaux et j'en ajoute 2 autres. Et pour encore plus de fun, je leur ai tous donné des petits noms à ces awards. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on attribuera le trophée John Dove du meilleur rookie, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, le trophée francophone du meilleur francophone, le trophée Joker du meilleur 6e homme, le trophée à l'improviste de la meilleure progression, le trophée Hans Céphale du meilleur coach, le trophée Homer Dallor de la plus grosse déception, et enfin, bien sûr, le clou du spectacle, le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur, le MVP. Sauf que vous commencez à me connaître, moi j'aime bien, surtout depuis quelques mois, que les vidéos soient un maximum interactives. Du coup, entre les membres du Discord, quelques abonnés fidèles et la rédaction de Basket Info, j'ai réussi à réunir 54 fans NBA qui ont donné leur avis. Tous m'ont donné leur top 3 pour chacune des distinctions dont je veux parler et j'ai trouvé ça super riche. Si vous voulez participer d'ailleurs, la prochaine fois, rejoignez-nous sur Discord. L'invitation est dans la description de cette vidéo, comme de toutes les vidéos d'ailleurs. Mais revenons à nos moutons. À chaque fois, j'ai donné 3 points pour une première place, 2 points pour une deuxième place et 1 point pour une troisième place. Logique. Tout ça m'a donné un classement pour chaque award, qui me permet aujourd'hui de faire un premier tri avant de distribuer mes trophées. Pour faire simple, les 3 joueurs les plus plébiscités à chaque fois parmi les votants seront les 3 nommés, et parmi eux, j'élirai mon champion. Bien sûr, à chaque fois, pour conclure le chapitre de la distinction en question, je vous montrerai un aperçu du classement dans son intégralité. Est-ce que vous arrivez à suivre? Bon, en même temps, il n'y a rien de sorcier, mais ça me paraissait très important de préciser tout ça. Du coup, on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour l'attribution de mes awards à 40% de la saison NBA 2020-2021. Pour commencer, comme prévu, le trophée John Dove. Le premier joueur, par ordre alphabétique, que vous avez plébiscité, c'est LaMelo Ball. Les rookies, je ne vais pas non plus parler en détail de leur cas, car j'ai fait une vidéo récemment où je les classe tous dans des tiers. J'essaye d'aborder avec précision la situation de chacun d'entre eux, et je pense que ça ne servirait à rien de me répéter. N'empêche que LaMelo Ball, c'est la classe. En sortie de banc à Charlotte, il est un peu l'homme à tout faire de James Borrego. Il score, il prend des rebonds, il délivre des caviars, et surtout joue à un tempo impressionnant. Son adresse à 3 points est même bien supérieure à ce que l'on aurait pu imaginer au départ, et ça c'est surprenant. Cette saison, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Grande Ligue à faire un triple-double, tout en étant capable de briller récemment face au Jazz, qui pourtant possède l'une des meilleures défenses de la Ligue. Avec ses 34 points marqués ce jour-là, il a déjà un career high supérieur à celui de son grand frère Lonzo. C'est lourd, non? Alors après, c'est sûr, on pourrait lui reprocher ses déchets dans sa sélection de shoot ou encore son trop grand nombre de pertes de balles, mais ça va. Le gamin n'a que 19 ans et a encore beaucoup de temps pour se polir. Le second que vous avez choisi, toujours dans l'ordre alphabétique, c'est Tyrese Haliburton. Et c'est vrai que le meneur des Kings, drafté avec le pick numéro 12, envoie du bousin. Il est probablement le style de cette draft, et Sacramento peut finalement se féliciter de sa trouvaille. Cette saison, l'équipe est à 40% de victoire, et ça, au vu du roster, je pensais que c'était impossible. Bon, à part peut-être en mode My League à NBA 2K, et encore faut-il être un super GM. Mais revenons à la draft du meneur, et j'avoue qu'au départ, avec les présences de De'Aaron Fox et de Buddy Hield dans l'effectif, j'étais plutôt dubitatif, mais j'ai eu tort. En sortie de banc, Haliburton est très efficace, il score, il distribue le jeu, et surtout, il fait preuve d'une efficacité hors pair à longue distance. 44% pour un rookie, c'est plutôt incroyable. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il peut briller avec le ballon, sans le ballon, mais surtout se montrer très clutch. Le gamin a les coronets bien accrochés dans le money time, et les Raptors, entre autres, s'en souviennent très bien. Pour toutes ces raisons, il mérite donc à mes yeux d'être lui aussi un no-brainer parmi les candidats de ce trophée John Dove. Enfin, le troisième et dernier nommé, selon vous, c'est James Wiseman. Lui, je trouve qu'on peut lui reprocher 2 ou 3 petits trucs, comme le fait d'avoir loupé des matchs, ou encore d'être trop naïf, mais ce serait sévère de s'arrêter à ça. Pourtant, je l'avoue, hein, toutes ces choses sont vraies. Le jeune pivot doit travailler ses fondamentaux, et jusque-là, il n'a pas foulé le parquet du mois de février en raison d'un problème au poignet. Mais peu importe, je pense que sa sélection parmi les 3 rookies nommés n'est pas due au hasard. Avec sa verticalité et ses courses et sa longueur, Wiseman présente exactement le profil du poste 5 que les Warriors cherchaient depuis des années. Régulièrement titulaire, il a montré qu'il pouvait montrer de belles choses dans la rim protection, sur contre-attaque ou même sur les passes lobées. Sur pick and roll notamment, l'ancien des Tigers sent le jeu et il s'est transformé en arme très utile pour Steve Kerr. Alors même s'il n'est pas encore ultra régulier et qu'on aimerait qu'il prenne plus de rebonds, le gamin ne semble pas avoir de limite dans sa progression.
présentation. Ça ne me surprend donc pas du tout qu'il soit dans votre top 3. Mais bref, il est temps de trancher. LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, James Wiseman, le trophée John Duff du meilleur rookie de la NBA à l'heure actuelle est décerné à LaMelo Ball. Ouais bah franchement je ne vois pas trop qui choisir d'autre même si ces deux concurrents sont très forts. Non seulement il est celui qui score le plus, mais en parallèle il est aussi le plus complet. Mais ce n'est pas tout, même si je le répète, on peut lui reprocher ses nombreux déchets, il est celui des trois qui je trouve a le plus d'impact dans sa team. Les Hornets sont actuellement de vrais candidats pour la course au playoff à l'Est, et honnêtement je ne les attendais pas si haut. Alors je n'irai pas non plus jusqu'à dire que LaMelo Ball est le meilleur joueur de sa team, mais quand même il fait déjà partie des cadres. Plus que Haliburton aux Kings ou que Wiseman aux Warriors en tout cas je trouve. Alors voilà, c'est comme ça, c'est bien à lui que je décerne mon trophée John Duff aujourd'hui, félicitations. Sur Discord vous êtes complètement d'accord avec ça. LaMelo Ball arrive largement en tête et ça me semble mérité. Petite dédicace à Immanuel Quickley qui arrive juste aux portes de notre top 3 et qui lui aussi est un style de cette draft. Notre Frenchie, Théo Malédon, lui selon vos votes arrive à la 5ème place, juste derrière le first pick Anthony Edwards. Pas mal je trouve, d'autant plus quand on sait qu'il a été choisi au 2e tour. Mais ce que je retiendrai sur ce trophée, c'est que pour LaMelo, nous sommes d'accord et c'est bien le principal. Le deuxième trophée que j'attribue aujourd'hui, c'est le trophée Bob Locke, celui qui concerne le meilleur défenseur. Le premier des 3 nommés pour cette distinction, toujours dans l'ordre alphabétique, c'est Rudy Gobert. Est-ce vraiment une surprise pour vous? 2e meilleur contreur de la ligue, il est le maillon essentiel de la défense de l'équipe qui possède le meilleur bilan à l'heure actuelle en NBA. Ce qui me plaît en fait, c'est qu'avec des arrivées ces dernières années de joueurs très portés vers l'offensive, comme Jordan Clarkson ou Bojan Bogdanovic, on aurait pu penser que le Jazz allait se tourner définitivement vers l'attaque. Grâce entre autres à l'encre qu'est Rudy Gobert sous son panier, le Jazz possède le 2e meilleur defensive rating de toute la ligue derrière les Lakers. Déjà c'est très lourd et je n'en fais même pas plus à ce sujet parce que je l'ai déjà brossé de long en large très récemment. Alors si vous voulez avoir plus de détails quant à l'impact de Rudy Gobert dans ce domaine, je vous invite réellement à aller checker ma vidéo sur le Jazz sortie il y a 10 jours. Le deuxième gars que vous avez choisi c'est Ben Simmons et ça me fait plaisir que son impact défensif soit reconnu à sa juste valeur. Toujours présent parmi les meilleurs intercepteurs de la ligue, il est l'un des plus performants pour anticiper et se placer sur les lignes de passe, sauf que sa présence défensive se détermine bien au-delà des stats. Simmons, avec sa longueur et sa mobilité, peut littéralement switcher partout et être efficace limite sur les postes 1, 2, 3, 4 et 5. Lorsqu'il n'est pas là, les Sixers prennent la foudre au périmètre, et lorsqu'en défense de zone, Doc Rivers l'associe avec Matisse Thybulle, tout devient létal. Chaque passe pour les adversaires est compliqué, ses grands bras sont partout, et fort de son hustle, il se jette sur tous les ballons. Les Sixers sont la seule équipe de la ligue située dans le top 3 au niveau des interceptions et au niveau des contres, et pour ça, pas de doute, merci Ben Sissi. Enfin, votre 3e choix concerne Miles Turner, et ce n'est pas étonnant non plus. Avec 3,5 contres par rencontre, le pivot des Pacers atteint des moyennes jamais vues depuis Alonzo Mourning, qui lui avait été élu double Depoy à la fin des 90s. Peu à peu, je trouve que l'intérieur mûrit, qu'il apprend à moins sortir de la raquette, à moins se jeter sur les feintes, et il gagne réellement en efficacité. Il protège la peinture violemment, et c'est toujours un défi d'aller lui scorer sur la tronche. Ayant appris à se canaliser, il utilise de mieux en mieux ses outils, et semble vraiment vouloir prouver sa valeur, lui qui n'était même pas dans les defensive teams l'an dernier. À mes yeux, jusque-là, son défi est relevé, et une place dans le top 3 semble méritée pour Miles Turner. Du coup, entre Rudy Gobert, Ben Simmons et Miles Turner, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur à l'heure actuelle est décerné à Rudy Gobert. Oui, après un an d'absence, le double Depoy semble à mes yeux le mieux placé à ce jour pour récupérer ce trophée. On le sait, pour cette distinction, les protecteurs de cercle ont toujours un avantage, et voilà pourquoi, par réflexe sûrement, j'ai eu tendance à vite écarter Simmons. Derrière, j'aurais pu prendre Turner vu qu'il est le meilleur contreur de la ligue, mais en fait ça m'aurait paru faussé. Mettre des gros cakes, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Quand Rudy est sur le terrain, l'adresse de ses adversaires chute beaucoup plus significativement que quand Turner y est, et ça me semble important à noter. De plus, Gobert permet à Utah d'avoir une bien meilleure défense que celle d'Indiana, tout en possédant un defensive rating individuel supérieur à celui de Turner. Les chiffres ne disent pas toujours la vérité, je l'avoue, mais dans ce domaine, à mon avis, ils mentent rarement. Alors let's go, et félicitations Rudy, ce trophée je te le file. Sur Discord, encore une fois, vous êtes d'accord avec ce choix, et vous mettez même Ben Simmons en 2e place. Notons que Embiid et Capella complètent le top 5 pour prouver définitivement que les pivots ont un réel avantage lorsque l'on parle de défense. Petit mot sur Michael Bridges, qui cette saison fait des exploits avec les Suns, vous l'avez bien vu dans vos votes, mais aussi sur Giannis Antetokounmpo. Cette saison, le Depoy en titre vous impressionne moins, et je peux le comprendre tant les Bucks sont en deçà de ce que l'on pourrait attendre d'eux. En tout cas, cette fois-ci, encore une fois, vous et moi, on est ok. En défense, pour l'instant, c'est Rudy le number 1. Cocorico pour la suite, enfin pas tout à fait, parce que pour le trophée francophone, j'ai décidé d'aller au-delà des simples joueurs tricolores. Oui, je sais qu'une bonne partie de la commu se situe au Canada, en Afrique, en Suisse, en Belgique, et plus largement dans tous les pays francophones de la planète. Alors vous connaissez, je n'ai pas voulu limiter cette distinction aux frontières de l'Hexagone, ça semble normal d'impliquer tout le monde. Du coup, c'est logique, pour avoir le droit d'être nommé, pour ce trophée, il faut maîtriser le français en tant que langue natale. Et mine de rien, des joueurs pour qui c'est le cas en NBA, il y en a un paquet. Premier nommé donc, Joel Embiid. Bon, pas besoin d'en faire des tonnes,
Ayton, le mec réalise une saison de MVP, deuxième meilleur scoreur de la ligue, il est aussi dans le top 10 au rebond et dans le top 20 au contre. Tout ça dans l'équipe qui domine la conférence Est. Franchement, je ne vais pas en dire plus, au vu de la concurrence, impossible de ne pas le nommer. Ensuite vient Rudy Gobert, là, pareil, c'est un peu la même chose. On vient d'évoquer son impact défensif dans l'équipe qui actuellement présente le meilleur bilan de la ligue, tout ça en ayant un rôle essentiel en attaque en tant que spécialiste du sale boulot pour libérer de vraies positions de shoot à ses coéquipiers. Actuellement en NBA, il est dans le top 2 de ceux qui posent le plus de screen assists. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Normal, donc je pense qu'il fasse partie des 3 meilleurs francophones. Enfin vient Nikola Vucevic, qui bien qu'il soit monténégrin, est né en Suisse, puis a grandi en Belgique. Autant vous dire que le français il maîtrise, mais pas que. Avec Orlando, actuellement, il réalise probablement ce qui est sa meilleure saison en carrière. Le mec, grosso modo, tourne à 24 points, 12 rebonds, et est même devenu une menace à longue distance capable de tirer à plus de 40% à 3 points. Alors même si on peut lui reprocher son manque de défense, c'est lui qui a porté le Magic comme il a pu, malgré les nombreuses blessures du début de saison. Ok, c'est vrai, au classement, Orlando galère un peu, mais impossible d'en vouloir à Vooch pour ça. Surtout que depuis le retour de Fournier, tout va mieux, et l'équipe n'a encore définitivement pas fait de croix sur les playoffs. Merci donc à Vucevic d'avoir tenu la baraque pendant cette première partie de saison. Alors Joel Embiid, Rudy Gobert, Nikola Vucevic, le trophée francophone du meilleur francophone jusque-là en NBA est décerné à Joel Embiid. Ouais, zéro hésitation à ce sujet. Si l'on prend l'impact offensif et l'impact défensif, il est le seul à réellement être élite dans les deux secteurs. Je n'imagine ni Rudy Gobert ni Nikola Vucevic faire des perfs à 50 points et 17 rebonds tout en étant hyper performant en défense comme le Camerounais l'a fait récemment face à Chicago. En plus de ça, dans son sillage, les Sixers dominent la conférence Est. Lui donner ce trophée est donc à mon sens une évidence. Sur Discord, vous validez ça à 100%, enfin presque, vu que Joel obtient 159 points sur 162 possibles. Le gars fait l'unanimité ou pas loin, et ça me semble assez justifié. Notons que Clint Capella, le Suisse, a chopé quelques points de son côté, mais pas assez pour rivaliser avec Vooch. Tous les autres noms que vous avez cités arrivent eux loin derrière. Petit mot pour finir sur Pascal Siakam, qui l'an dernier avait remporté ce trophée et qui cette fois-ci n'obtient qu'une seule mention. La chute est donc vertigineuse pour lui. À lui donc de se rattraper en deuxième partie de saison, et il est pas trop mal parti pour ça, on en reparlera. La suite avec le trophée Hans Céphale du meilleur coach. Premier nom que vous avez donné, Doc Rivers des Sixers. Bon, on l'a assez dit depuis le début de cette vidéo, pour le moment les Sixers dominent l'Est et ça me fait grandement plaisir. Mais ce qu'il faut noter en vrai concernant cette équipe, c'est que la différence est vraiment flagrante sur le terrain en termes de fond de jeu. Bien sûr pour ça on pourra dire que l'effectif a bien changé et que Joel Embiid et Ben Simmons sont désormais entourés avec des joueurs bien plus complémentaires que Al Horford par exemple, mais ça ne suffit pas. Doc Rivers a réellement su emmener sa philosophie avec lui, et sur un gars comme Joel Embiid, ça semble avoir beaucoup d'effets. La balle circule bien mieux, les shooters trouvent de bonnes positions et surtout chacun semble trouver son compte dans l'idée de se sacrifier pour les autres, pour le bien de l'équipe. On appelle ça l'Ubuntu, et pour ceux qui voudraient des détails, je vous conseille l'excellente série Secret Coach sur Netflix. Mais bref, revenons plus précisément à Doc Rivers. En défense, comme on l'évoquait plus tôt également, il a introduit une zone de plus en plus utilisée. Je trouve ça fort quand l'on sait que Doc jusque-là n'était absolument pas un adepte. Sauf qu'avec ce roster, même si ça ne correspondait pas exactement avec ses principes de base, il a senti que ce serait efficace, et il a eu raison. Si depuis le début de cette campagne, les Sixers ont passé un tel cap dans le jeu qui est proposé, il est impossible de ne pas donner un minimum de crédit à Doc Rivers. Vient ensuite, logiquement, Quinn Snyder du Jazz. Là c'est la même, à travers Rudy Gobert, son équipe, on en a déjà pas mal parlé depuis le début de cette vidéo. Alors ce que je trouve le plus impressionnant, c'est qu'elle bat en ce moment des records historiques à 3 points grâce à une circulation de balles de fou furieux. Même si à Utah, le collectif est au centre du dispositif, Donovan Mitchell est de plus en plus responsabilisé, et il se régale en attaque. En défense, on l'a déjà dit, Rudy Gobert se comporte en patron, surtout qu'il est très bien accompagné par Mike Conley. Autour de ça, en plus d'afficher le meilleur bilan de la ligue, la franchise de Salt Lake City se retrouve dans le top 5 du offensive rating et du defensive rating. Aucune autre team en NBA ne peut revendiquer de telles perfs. Sans avoir de superstar, Quinn Snyder a su rendre son effectif intraitable, et pour ça il mérite bien d'être nommé. Ne pas le citer, pour moi, franchement, ce serait un scandale. Enfin, vient Monty Williams des Suns. Certes, on ne va pas le cacher, l'arrivée de Chris Paul dans l'effectif est grandement responsable des progrès de la franchise de l'Arizona. Partout où il passe, le meneur se comporte en petit général qui drive son équipe de main de maître des deux côtés du terrain. Sauf qu'il serait injuste de lui donner à lui seul tout le crédit. Monty a su responsabiliser des jeunes comme Michael Bridges, qui désormais passent de vrais caps. En parallèle, Devin Booker, même s'il score moins, ne s'est jamais montré si efficace. Les Suns s'affichent dans le top 4 de l'Ouest et c'est très fort pour une team qui l'an dernier n'avait même pas participé aux playoffs. Bravo aux tacticiens pour ça, qui autour du trio Booker, Paul, Ayton a su trouver les pièces qu'il manquait au collectif en donnant des responsabilités à des gars comme Dario Saric, Jake Roder ou Cam Johnson, qui ont désormais un rôle indiscutable. Cette équipe, et on s'y attendait moyennement il y a de ça 1 ou 2 ans, peut désormais viser haut, et pour ça, chapeau Monty. Du coup, entre Doc Rivers, Quinn Snyder et Monty Williams, le trophée Hans Céphale du meilleur coach en NBA jusque-là est décerné à Quinn Snyder. Comment faire autrement? Quand l'on regarde toutes les autres top teams de la ligue, que ce soit les Lakers, les Clippers, les Sixers, les Nets ou les Bucks, toutes disposent d'une réelle superstar. Donovan Mitchell
Joel, c'est sûr, n'est pas très loin de ce level, mais s'il n'a pas été élu starter pour le All-Star Game, ce n'est pas pour rien. À Utah, le collectif passe avant les individualités, et le plus intéressant, c'est qu'en termes de bilan, ça fonctionne, on en a la preuve. Quinn Snyder ne peut que être mis en avant pour ça, et le trophée Hans Céphale me semble tout à fait adapté pour récompenser tout ce qu'il produit. Sur Discord, c'est assez rare pour être souligné, encore une fois on est d'accord. Autant le dire, hein, jamais dans l'histoire nous n'avons été autant sur la même longueur d'onde. Mais c'est aussi peut-être que jusque-là, les choix sont obvious. Snyder, comme Embiid pour le trophée précédent, n'a pas fait l'unanimité, mais presque. C'est bien que tout le monde est vraiment conscient de sa valeur. Petit big up à Tom Thibodeau, classé 4ème, qui a réussi à faire d'une team d'Enix que personne n'attendait un candidat très sérieux pour les playoffs. Il a participé à transformer un croqueur comme Julius Randle en franchise player, et ça, peu de monde pouvait le prévoir. Alors certes, ce n'est sûrement pas assez pour viser un top 3, mais ça vaut bien une dédicace. Allez, let's go pour un trophée qui me tient à cœur, le trophée Joker du meilleur 6ème homme. Premier que vous avez cité dans l'ordre alphabétique, c'est Chris Boucher, des Raptors. Le mec, personne ne l'avait vu venir, et pourtant quel atout pour l'équipe canadienne. Dimanche par exemple, le gars a pris feu, et si Toronto s'est imposé face à Philadelphie, il en est grandement responsable. Avec 5 paniers à 3 points en 6 minutes de jeu, dans le Money Time, il a mis l'intégralité de ses 17 points en fin de match. Non seulement il a permis aux siens de combler l'écart, de passer devant, mais aussi de ramener la victoire dans un match qui sentait le pâté, c'est fort. Et ce genre de perf, en sortie de banc, il en produit régulièrement. Petit chouchou de Nick Nurse, parmi les remplaçants, le local, vu qu'il est canadien, tourne à 13 points et 6 rebonds de moyenne en seulement 23 minutes. Chaque année, les Raptors nous sortent une pépite de leur chapeau, et Chris Boucher semble bien représenter celle de cette saison. Vient ensuite Jordan Clarkson, le 6ème homme du Jazz. Je ne vous refais pas le laïus par rapport à cette équipe, vous connaissez. Surtout que, je le répète, j'ai fait une grosse vidéo 100% Utah il y a à peine 10 jours. En tout cas, si cette team domine la ligue, c'est indéniablement aussi grâce à Jordan Clarkson. Avec son jeu atypique, il apporte à Quinn Snyder quelque chose qu'il n'a pas, en étant un mec capable de prendre feu en quelques instants, et qui n'a besoin de personne d'autre que lui-même pour créer son tir. J'aime sa façon singulière de traverser les défenses pour balancer des flotteurs complètement inattendus. Mais ce que je préfère, c'est l'évolution de sa sélection de shoot. Si sans aucun doute, lors de son début de carrière, le Philippin manquait de QI offensif, il a su remédier à ça. Ses pourcentages s'en ressentent grandement, et ce n'est pas un hasard si avec 18 points de moyenne par rencontre, il affiche actuellement le meilleur rendement de sa carrière. Enfin, le dernier de vos choix pour ce trophée Joker, c'est Shake Milton. Décidément, les Sixers et le Jazz profitent bien de leur première place de conférence pour briller au sein de ces awards. Et pour ce qui est de Milton, c'est vrai qu'il est précieux dans le collectif de Doc Rivers. Le banc de Philadelphie représente probablement la plus grosse faiblesse de l'équipe, et heureusement, pour limiter ça un tant soit peu, il y a Shake Milton. Véritable dynamiteur, l'arrière, pourtant sorti de nulle part, n'a peur de rien. Quel que soit le défenseur qu'il est en face de lui, il prendra ses tirs, et souvent il rencontrera du succès. Sa blessure récente correspond à l'une des plus mauvaises passes de Philadelphie depuis le début de la saison, et impossible à mon sens de penser que ce n'est pas lié. Quand je vois comment en janvier le gars a été capable de scorer 59 points en 2 matchs en sortie de banc face à Miami et Memphis, je me dis qu'il n'est pas illogique de le voir si haut pour mon trophée de Joker. Dans son profil, il présente la plupart des qualités que l'on peut attendre d'un 6ème homme, et pour ça, impossible de ne pas le féliciter. Alors entre Chris Boucher, Jordan Clarkson, Shake Milton, le trophée Joker du meilleur 6ème homme en NBA à l'heure actuelle est décerné à Jordan Clarkson. Et oui, encore une fois, un no-brainer pour moi. Boucher et Milton ont beau être bons, Clarkson est clairement au-dessus. C'est lui qui score le plus parmi les trois, et le plus régulier, a le plus gros rôle dans sa team. Il y a 10 jours, face à Philly, l'arrière a même égalisé le record historique de 3 points inscrits en un match pour le Jazz avec 8 sur 13 dans une perf à 40 points. Parmi les 6ème hommes de cette année, à ce jour, je pense que personne ne peut s'asseoir à la même table que Jordan Clarkson, qui en plus est dans l'équipe qui présente le meilleur bilan de la ligue. Je le répète, mais c'est important. Ce trophée Joker est donc parfaitement adapté à son apport. Sur Discord, d'ailleurs, encore une fois, je commence à m'y habituer, vous êtes ok. C'est incroyable, va-t-on faire le grand chelem jusqu'au bout? En tout cas, Clarkson aussi a fait l'unanimité, ou presque, et ça prouve à quel point il est légitime. Notons quand même sur ce visuel que Montrezl Harrell, pourtant vainqueur l'an dernier, n'apparaît qu'à la 4ème position, mais je comprends. Son impact aux Lakers n'est pas tout à fait le même qu'avec les Clippers. Je suis aussi très surpris de voir que Lou Williams n'a même pas été mentionné une seule fois, mais c'est ça aussi, tout le monde vieillit. Notons enfin que 2 rookies, Ball et Quickley, répondent présents. Je suis étonné d'ailleurs de voir que vous n'ayez pas mis Haliburton à leur côté du coup, mais bon, c'est comme ça, c'est votre choix. En tout cas, pour revenir à Ball et Quickley, apparaître déjà dans la discussion du meilleur 6ème homme alors que l'on vient de faire ses débuts dans la grande ligue, c'est quand même assez violent. Alors à mes yeux, Clarkson domine largement dans la course à ce trophée, mais cependant il y a une vraie concurrence et une vraie profondeur. Parlons maintenant du trophée à l'improviste, récompensant le joueur ayant le plus progressé depuis la saison dernière. Premier joueur que vous avez nommé, c'est Jerami Grant. En même temps, ouais, comment ne pas penser à lui? En passant de Denver à Détroit, le gars a clairement été responsabilisé et a presque doublé sa moyenne de points en passant de 12 à 23,5. C'est gueudin, et pourtant il joue à peine 10 minutes de plus. Maintenant, c'est vrai que son équipe de Détroit est à la dérive et que ça peut paraître préjudiciable, mais quand même. Dans cette team où pourtant des vétérans comme Blake Griffin ou Derrick Rose ont commencé la saison avec lui, il a su s'afficher en leader. Aujourd'hui, il est carrément le go
go-to guy d'une franchise NBA et c'est carrément signe d'une progression impressionnante. Le suivant, c'est Julius Randle, qui lui présente un profil différent. Ses stats ont augmenté par rapport à l'an dernier, c'est sûr, mais rien à voir avec les autres concurrents. De 19-7 en gros, il est passé à 23-11, c'est bien, mais ce n'est quand même carrément pas la même que pour Jerami Grant par exemple. Par contre, c'est lorsque l'on regarde jouer les Knicks que l'on se rend compte de son évolution. Quand l'an dernier, ses choix offensifs étaient tous ou presque critiquables, cette année, le mec joue juste. Sous Thibodeau, il est devenu le créateur numéro 1, il joue avec les autres et met même des 3 points avec efficacité grâce à une bonne sélection de tirs. Tout ça, il y a 12 mois, c'était juste inimaginable. Mais le pompon, c'est qu'en plus, les Knicks gagnent et s'affichent comme de véritables candidats sérieux pour les playoffs. Moi, je ne m'y attendais pas et Randle est réellement à applaudir pour ça. Enfin, le troisième que vous avez choisi, c'est Christian Wood. Lui, c'est un peu la même que pour Grant. En passant de Détroit à Houston, il a obtenu un vrai rôle. Même si les Rockets, comme les Pistons, sont à la dérive, le mec, en côtoyant pourtant John Wall et Victor Oladipo, est à la fois le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur de sa team. C'est fort. De 13 points et 6 rebonds, il est passé à 22-10, en montrant une progression monumentale. Il est donc un candidat lock à mes yeux, lui aussi, pour ce trophée. Alors, Jerami Grant, Julius Randle, Christian Wood, le trophée à l'improviste du joueur NBA qui a le plus progressé jusque-là est décerné à Jerami Grant. Ouais, déjà, j'ai écarté Julius Randle, car même s'il a réellement step up dans ses choix, je trouve qu'il partait de bien plus haut que les deux autres. Ensuite, j'ai préféré Grant à Wood pour une raison évidente. Depuis le début de la saison, l'intérieur des Rockets enchaîne les blessures et a d'ores et déjà manqué la moitié des matchs, ou pas loin. Grant, lui, répond présent chaque soir. Il n'a pas manqué une seule rencontre et ça me semblait important de valoriser ça. Sans cet aspect-là, j'aurais peut-être donné ma voix à Wood, et encore. En fin de saison, mine de rien, déjà, le gars avec les Pistons tournait à des moyennes de fou lorsqu'il a eu du temps de jeu. Plus de 24 points et 10 rebonds de moyenne pour les 10 derniers matchs que Wood a joué dans le Michigan, je trouve ça quand même très fort. Du coup, je dois le dire, je m'y attendais un poil à ce qu'il défonce tout cette saison, et moi, pour le trophée à l'improviste, j'ai besoin d'être surpris. Voilà pourquoi, même si ça se discute, évidemment, j'ai choisi Jerami Grant. C'est donc là que j'ai mon premier désaccord avec vous. Enfin, j'ai presque eu peur. Vous avez choisi Wood et je peux tout à fait l'entendre. J'espère que vous comprendrez ceci dit, les arguments qui de mon côté ont fait plutôt pencher la balance vers Grant. Je répète, ça se jouait à très peu de choses de toute façon. Petit big up quand même à des gars comme Colin Sexton, Chris Boucher, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Bridges, entre autres, que je suis content de voir cités. Car oui, eux aussi réalisent de vrais breakout seasons et méritaient d'être un minimum mis en valeur pour ce trophée. Avant-dernière distinction désormais et pas la plus glorieuse vu qu'il s'agit du trophée Homer Dallor, de la plus grosse déception. Premier cité, D'Angelo Russell, et c'est vrai que ça pique pour lui. Alors que son duo avec Kat devait porter les Wolves vers les sommets, il n'en est rien. Bon, à leur décharge, le sort s'acharne contre eux, et les deux potes n'ont pu évoluer qu'à 5 reprises ensemble sur le terrain, c'est faible. Mais tout ne peut pas leur servir d'excuse non plus, et voir Minnesota à la dernière place de la ligue, au vu de l'effectif, je dois le dire, ça me choque. Je suis très déçu pour ça, et pourtant je les aime fort les loups. Et évidemment, au milieu de tout ce marasme, D'Lo n'est pas du tout irréprochable. Le gars peine à évoluer sans la balle aux côtés d'un meneur organisateur comme Ricky Rubio, qui lui justement est obligé à jouer off the ball, je ne trouve pas ça normal. Mais le pire pour Russell, c'est sa prise de décision, qui est très critiquable, ses pourcentages sont toujours très faibles et surtout ses moyennes de points et de passes sont les pires de ces 3 dernières saisons. Alors qu'on pouvait légitimement espérer qu'il porte ses Wolves sur ses épaules le temps de l'absence du pivot, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Russell a juste passivement regardé le navire couler et c'est finalement assez normal pour moi qu'il soit nommé maintenant. Et vu qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, une blessure au genou devrait écarter l'arrière des terrains jusqu'au mois d'avril. Ce début de campagne 2020-2021 sera donc sûrement à rapidement oublier pour D'Angelo Russell. Le suivant qui est régulièrement revenu, c'est Pascal Siakam, et ça aussi je peux le comprendre. Alors que l'an dernier, il a laissé croire qu'il pourrait être le franchise player des Raptors suite au départ de Kawhi Leonard, le Camerounais aujourd'hui peine à assumer ce statut soir après soir. Dans la lignée des playoffs de la bulle de l'an dernier, son début de saison fut médiocre, comme si l'ailier fort n'arrivait plus à mettre un seul shoot, notamment de loin. Heureusement que Fred VanVleet à ses côtés assurait comme il pouvait. En tout cas, sans surprise, c'est toute la franchise de Toronto qui en a subi les conséquences. Néanmoins, il serait malhonnête de ne pas noter que depuis une dizaine de matchs, tout va mieux pour Siakam, et comme par hasard, depuis, les Raptors sont remontés dans les classements. Du coup, à mes yeux, ça par contre, ça excuse pas mal de choses. Cependant, ça n'efface pas non plus, je pense, son début de saison qui est le principal responsable de sa présence parmi les 3 nommés pour ce trophée. Enfin, parlons de Russell Westbrook. Ah, Russell Westbrook. Bon, tout comme Siakam, lui aussi connaît du mieux depuis quelques matchs, et à sa décharge, il a joué pas mal de rencontres blessées. Sauf que, au bout d'un moment, ça suffit de trouver des excuses à chaque fois. Tourner à 41% au tir tout en ayant une adresse à 3 points inférieure à 30%, ce n'est pas acceptable quand tu as un statut d'ancien MVP et que tu dois porter ta team. Jamais Westbrook n'avait scoré aussi peu depuis 10 ans, et c'est incroyable. Puis je rappelle aussi que le meneur n'a que 32 ans, même si son prime est terminé, il n'en est pas non plus très loin. En fait, j'ai l'impression que le problème se situe au-delà du terrain, et qu'il est aussi dans la tête. Si certains joueurs utilisent leur frustration comme moteur, j'ai l'impression que Russ West, cette année, se fait un peu avoir par ses émotions. Énervé
par son niveau qui laisse à désirer, il force son talent, tente le tout pour briller et s'enfonce de plus en plus. Perdre plus de 5 ballons par rencontre quand tu es le meneur titulaire, ce n'est pas loin d'être une faute professionnelle. Vraiment, cette année, Westbrook n'est pas bien beau à voir jouer, et ça me fait de la peine de dire ça d'un joueur qui possède pourtant autant de talent. Alors, D'Angelo Russell, Pascal Siakam, Russell Westbrook, le trophée Homer d'alors de la plus grosse déception en NBA jusque-là est décerné à Russell Westbrook. Et oui, désolé gros, mais je ne peux pas faire autrement. En fait, ce qui a définitivement fait pencher la balance en la défaveur du marsupilami, c'est la situation des Wizards. Voir que l'équipe est en galère alors que l'effectif est prometteur, moi ça me dépasse. En début de saison, je les imaginais en playoff de façon assez easy, et force est de constater que je me suis bien planté. Surtout qu'à côté, tout le monde semble assez d'accord sur le fait que Bradley Beal est irréprochable. Davis Bertans, c'est pareil lui aussi, j'ai quasiment que du positif à dire à son sujet, alors qu'est-ce qui se passe? Soyons cash, si en ce début de campagne, l'équipe de la capitale a connu tant de difficultés, c'est en grande partie à cause de Russell Westbrook et de sa frustration. Heureusement, dernièrement, une petite série de victoires permet aux Wizards de sortir un peu la tête de l'eau. Durant ces rencontres, Russ West a un peu moins forcé, tout en impliquant ses coéquipiers et en enchaînant les triples-doubles. C'est QFD, ça a fonctionné. Espérons donc pour lui que ça dure et qu'il se débarrasse au plus vite de ce trophée Homer d'alors qui, jusque-là, je trouve, lui colle plutôt bien à la peau. Sur Discord, vous êtes ok avec ça, encore une fois. Kemba Walker, Blake Griffin et Jamal Murray complètent le top 6, et j'avoue que c'est mérité, aussi bien individuellement que collectivement. Par contre, qu'est-ce que je vous trouve sévère avec Anthony Davis et Ben Simmons? Ok, ils scorent moins que la saison dernière, mais tous deux, quand ils sont en bonne santé, ont un rôle primordial en défense pour leur équipe, et c'est en partie pour ça que les Lakers et les Sixers ont un très bon bilan. Pour moi, aucun des deux n'a sa place dans cette liste, mais bon, vu que vous êtes plusieurs à les avoir cités, c'est peut-être bien moi qui me plante sur ce coup-là. Enfin, le award que vous attendez tous et qui pour moi est probablement le plus indécis, le trophée Ivan du rêve du MVP de ce début de saison. Le premier que vous avez cité, c'est Joel Embiid, et je ne vais pas refaire mon speech car Joel, on en a déjà énormément parlé autour des Sixers. Le mec est juste un monstre qui pose des soucis défensifs à la majorité des équipes de la ligue. Roi du face-up, le Camerounais est devenu quasi impossible à stopper si on ne fait pas de prise à deux sur lui, et désormais, quand ça a lieu, il a beaucoup moins de mal à ressortir sur ses coéquipiers. En parallèle, je le répéterai jamais assez, les Sixers sont premiers à l'Est et ses stats sont gargantuesques. Il est donc forcément un candidat lock pour ce trophée Ivan du rêve. Ensuite vient LeBron James, le quadruple MVP a définitivement l'air en mission pour remporter son 5e cette saison. Pas de load management pour lui, il joue les back-to-back, il donne tout sur le terrain et se comporte en patron. Il est partout, aussi bien en attaque qu'en défense, score des points, facilite le jeu pour ses coéquipiers tout en ayant des pourcentages incroyables. À 36 ans, c'est impressionnant. Avec la blessure d'Anthony Davis, même si les défaites se font un peu plus nombreuses qu'en début de saison, le King continue son chantier en remplissant encore et toujours toutes les colonnes de la feuille. Son efficacité est ahurissante. Si les Lakers s'affichent à la 2e place de la conférence Ouest, c'est en grande partie grâce à lui. C'est ainsi que LeBron James aussi est à mes yeux un candidat no-brainer pour ce trophée de MVP. Après en numéro 3, vous avez choisi Nikola Jokic, et sur ce coup-là, je vais être sévère. Et pourtant, tous ceux qui ont vu ma vidéo de début de mois savent à quel point j'apprécie le pivot serbe. Non seulement je pense qu'il est le meilleur pivot passeur de l'histoire, mais pour couronner le tout, dans ce domaine, il est probablement proche des élites all-time. Je vous invite à la voir cette vidéo si vous voulez plus de détails. Au niveau des chiffres en tant que tel, le gars est très proche du level MVP, c'est indéniable. Le triple-double de moyenne n'est pas loin, les pourcentages sont fous, qu'est-ce que je peux bien lui reprocher? Eh bien, deux choses, et commençons par la défense, domaine dans lequel, à mes yeux, le Serbe est trop souvent sur courant alternatif. Si LeBron et Joel ont tous les deux reçu des votes pour le trophée Bob Locke, Jokic, lui, n'en a reçu aucun, et je pense que c'est significatif. Le pivot de Denver n'est pas juste au même level que ses deux comparses dans ce domaine. Mais ça, à la limite, ça passe encore. Moi, ce qui m'enquiquine le plus dans cette situation, c'est le bilan des Nuggets. Bien sûr, ce serait malvenu de dire que si Denver déçoit, c'est à cause de Jokic, moi-même je ne le pense pas. Sauf que le basket reste un sport collectif dans lequel le but premier est de gagner, pas de briller tout seul. Alors Jokic pour l'instant c'est pas ce qu'il fait non plus, il fait briller ses coéquipiers, il fait énormément de passes, mais pour l'instant force est de constater que ça ne marche pas. À ce jour les Nuggets s'affichent à la 7e place de la conférence Ouest, et ça me semble beaucoup trop faible pour prétendre au trophée de MVP. Je le répète, pour ce bilan si compliqué, je n'accuse pas principalement Jokic, du moins pas que lui. Mais jamais je ne m'imagine voter pour un gars qui n'est pas au moins top 3 ou 4 de sa conférence quand je parle du trophée de MVP. Alors je sais, beaucoup d'entre vous pensent que je donne trop d'importance au bilan collectif, mais je suis comme ça fait partie de mes critères, et désolé Nicolas. Alors, Joel Embiid, LeBron James, Nikola Jokic, le trophée Ivan du rêve du meilleur joueur de la saison NBA jusque-là est décerné à Joel Embiid. Encore lui. Bon, j'avoue, ça a été le choix le plus difficile de tous ces awards à mes yeux. Avant son match à 50 points et 17 rebonds face à Chicago, je pense que j'aurais choisi LeBron. Mais voilà, j'ai essayé de prendre du recul et j'ai réfléchi. Ce que fait le King, d'autant plus à 36 ans passés, est juste insane. Ce qu'il a fait en playoff à Disney l'an dernier, c'était un truc de dingo. Mais lors de l'élection du MVP de la saison, est-ce que l'on doit réellement prendre en compte l'âge et les performances de l'an passé en post-season? Je ne pense pas. Alors perso, je pense tout de même qu'en fin de campagne, il l'obtiendra ce trophée de MVP. Ouais,
Ouais, en mode récompense un peu pour tout ce qu'il a fait dans toute sa carrière ou pour toutes les fois où il est passé tout près. Mais à ce jour, en termes de domination, si l'on ne prend que en compte les matchs qui ont eu lieu depuis le coup d'envoi de la saison jusqu'à maintenant, mon objectivité, si elle existe, penche vers Joel. Sur ce laps de temps, ça ne se joue pas à grand chose, mais c'est réellement lui que je trouve le plus dominant de toute la ligue. C'est donc pour ça qu'il obtient ma voix, et ce même si les Lakers possèdent actuellement un bilan légèrement supérieur à celui des Sixers. Puis quand on voit que Philadelphie avec Joel est à 19 victoires pour 6 défaites contre 1-5 en son absence, ça compense à mon avis partiellement ce fait. Ce qui me rassure d'ailleurs, c'est que sur Discord vous êtes ok avec ça. Bon après on est clairement pas d'accord tout le temps, car vous me mettez Jokic en 2, quand moi vous l'avez compris, ma préférence va pour le King. Jokic, tant que les Nuggets ne gagnent pas plus, je le mets au moins après ces deux-là. Par contre, je vais vous dire un truc qui me surprend beaucoup dans vos votes, c'est de voir Damian Lillard si bas. Malgré les blessures de Nurkic et McCollum, le meneur porte ses Blazers quasi à lui seul, et je trouve ça archi fort. Après un très mauvais début de saison, Portland s'affiche désormais à la 5ème place de la conférence Ouest, et tout ça, mine de rien, c'est en très grande partie du à Dame Time. Alors je ne dis pas non plus que moi je l'aurais mis top 1 ou top 2, sûrement pour des raisons de bilan encore une fois, mais un top 3 ou 4 ne m'aurait pas paru voler. Voilà pour ce qui est de mes awards à 40% de la saison, voilà pour ce qui est de mon 45ème Coast to Coast. Dites-moi en commentaire combien on a de trophées en commun sur 8. Les 8 sur 8, je vous kiffe. Par contre, s'il y a des 0 sur 8, je me dis qu'on ne regarde pas la même NBA. Mais pourquoi pas au final, faites-vous connaître, qu'on soit en total accord, ou en total désaccord, ou moyennement en accord, ou moyennement en désaccord, je veux la voir cette note sur 8. Donc allez, on écrit ça dans les commentaires. Ensuite, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Le week-end dernier, on a sorti un truc sur les plus grosses suspensions de l'histoire de la ligue, et il y a du méga lourd, vous verrez. Allez jeter un œil direct pour découvrir tous ces champions du monde. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est bien. Et oui, le référencement, la team, c'est important. Et si vous voulez aller jusqu'au bout du soutien, je vous invite même à faire un tour sur mon Tipeee. C'est là-bas, évidemment, avec vos dons que vous m'apportez le plus de force pour la suite. Gros merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là chaque mois et qui permettent à la chaîne d'aller de l'avant. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, du nombre de choses ici qui dépendent de vous. À très vite.